Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Diane. Bonjour Katharina, bonjour à tous. Voilà, donc on voit au fur et à mesure les personnes qui se connectent. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Voilà, le temps que vous vous connectiez, hop, on va commencer par se présenter, Diane, et puis on va aussi présenter le sujet de ce nouveau webinaire. Alors, qui êtes-vous, Diane? Bonjour, donc je suis Diane Crémer, je suis responsable de l'Institut Logier. C'est une société familiale qui a été créée par ma mère, que j'ai rejoint il y a quelques années. On est spécialisé dans la formation et dans la distribution de produits destinés à tout ce qui est prothésie ongulaire, nail art, extension de cils, volume russe. Et donc nous sommes certificateurs de formation inscrite au RS. Que nous avons développé et nous avons réussi à renouveler le RS pour l'extension et le rehaussement de cils. Voilà, donc gros programme, gros parcours, beaucoup de choses qui se cumulent, puisqu'il y a l'activité de formation, l'activité de certification, et puis ce beau nom aussi à porter, qui a une aura certaine dans cet univers de l'esthétique. Donc voilà, on va en apprendre plus au fur et à mesure sur vos activités, au fur et à mesure du webinaire. Donc bonjour, voilà, je réponds aux petits messages des personnes qui se connectent. Merci d'être là. Voilà, donc pour ma part, je suis Katharina Fossati, consultante en ingénierie et qualité de la formation et de la certification, et donc j'anime autant que je peux des petits webinaires, notamment, enfin, surtout sur le sujet de la certification, en faisant venir des invités certificateurs ou en phase de le devenir et qui nous partagent leur expérience sur les différents sujets de la certification, puisque ça soulève énormément de questions. Donc pour nos participants, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore l'habitude, à poser vos questions dans le chat, donc à droite de votre écran. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, si par hasard on serait passé à côté d'une question, à nous relancer de façon à ce qu'on puisse les traiter sans attendre la fin du webinaire. Voilà, donc le sujet du jour, pardon, je reviens sur l'intitulé, c'est de savoir pourquoi il faut déterminer les publics cibles dans un projet de certification au répertoire spécifique. Donc aujourd'hui, on va particulièrement se concentrer sur le répertoire spécifique. Non pas que ce ne soit pas important sur du RNCP, mais c'est pas tout à fait la même orientation, le même volet. Et puis en plus, Diane Crémer donc représente un institut, l'Institut Logier, un organisme certificateur qui a ses certifications inscrites au RS. Donc voilà, au moins, ça illustre parfaitement le sujet. Donc au programme de ce jour, eh bien, on va commencer par répondre à la question pourquoi il est essentiel de bien définir son public cible. Ensuite, on verra comment procéder à une analyse approfondie pour déterminer ce public. Et enfin, les bonnes pratiques pour optimiser son dossier de demande d'enregistrement au RS et valoriser le projet de certification. Commençons simplement par faire quelques petits rappels. Je fais toujours des petits rappels parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'orientation sur les sujets de la certification, donc on va faire juste des petits rappels. Premier rappel, je pense que ça va vous rappeler d'anciens souvenirs, parce que maintenant vous êtes rodée, Diane, mais une formation n'est pas une certification. Mais on ne le rappelle jamais assez souvent. Qu'est-ce qui, pour vous, est-ce que vous vous souvenez de ce, de ce passage où, oui, ok, alors maintenant je comprends ce que ça veut dire. C'est pour vous, ça a été dur à comprendre au départ ou pas? Oui, c'est jamais très clair parce qu'il faut toujours, voilà, nous on veut, c'est vrai, développer une formation certifiante. Mais une certification n'est pas une formation. Donc, il faut prendre en compte les différentes nuances qui sont essentielles et on ne le répète jamais assez. Voilà, les deux sont parfaitement complémentaires, hein, voilà. Donc la formation, c'est vraiment le parcours qui va permettre l'acquisition des compétences, d'apprendre. La certification, c'est la phase d'évaluation de ces compétences. C'est vraiment la phase de contrôle, alors en l'occurrence par un jury d'examen qui va évaluer le candidat et qui va s'assurer que les compétences sont maîtrisées. Donc les deux phases sont complémentaires, mais voilà, ce n'est pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur la notion de certification.
Autre point aussi de rappel, donc là aujourd'hui on se concentre sur le RS, répertoire spécifique. Alors le nom complet c'est RSCH, répertoire spécifique des certifications et des habilitations. Et dans ce répertoire, on va avoir différents types de certifications. On va avoir les habilitations, tout ce qui relève des normes de marché. Par exemple, les CACES, tout ce qui est habilitation à conduite d'engin, etc. Ça fait partie des habilitations. On va avoir les compétences complémentaires et les compétences transversales à un métier. Et là, on commence à poser les premiers jalons de notre sujet du choix de la cible. Nous, enfin vous, c'est pas nous, hein, mais vous par exemple, vos certifications, Diane, sont positionnées sur des compétences complémentaires à des métiers. Tout à fait. Voilà, donc métier du secteur de l'esthétique. Mais donc, on est vraiment sur ces compétences complémentaires. Ce qu'on va qualifier de compétences transversales, je prends toujours les mêmes exemples, mais c'est par exemple une certification en langue, en anglais. Voilà, la maîtrise de l'anglais, c'est quelque chose qu'on va mobiliser potentiellement dans toutes sortes de métiers. C'est pour ça qu'on parle de compétences transversales. Alors après, on pourrait reprendre au cas par cas, parce que toutes les certifications sont différentes, mais voilà un peu l'idée de ce qui est enregistré à ce répertoire. Contrairement au RNCP, qui lui a une autre vocation, qui est d'enregistrer des métiers, donc des certifications liées à des métiers spécifiques et reconnus par l'État. Donc si on parle du métier d'esthéticienne, on est au RNCP. Si on parle d'une certification en rehaussement des cils, en prothèse ongulaire, etc., on sera au RS. Parce que c'est une montée en compétences au sein du métier. Exactement, exactement. Voilà, donc proposer un parcours certifiant, pour finir un peu sur ces points de rappel, c'est avoir une activité de certificateur et ça sous-entend de proposer des évaluations pertinentes pour vérifier la maîtrise des compétences professionnelles. Alors, si on traduit ça de manière concrète par rapport à vos certifications, Diane, quelles sont les modalités d'évaluation que vous mettez en œuvre pour évaluer vos candidats? Alors déjà, à l'entrée en formation, on doit s'assurer que la personne a bien les prérequis qui sont demandés. Et ensuite, au fur et à mesure de la formation, alors nos formations sont très personnalisées parce que c'est notre choix et que c'est notre passion. Vraiment, on fait des points journaliers avec nos candidates. Et ensuite, on les évalue lors du jour de la certification, en les ayant bien préparées, en ayant fait des petits examens blancs, par exemple, pour les détendre et qu'elles ne soient pas inquiètes et de trembler, parce que quand on pose des extensions de cils, il vaut mieux être détendu et avoir confiance en soi. Et donc, on les évalue après chaque pause. Et le jour de l'examen, dans nos certifications, il y a une évaluation orale et une évaluation pratique. Voilà, donc vraiment de la mise en situation professionnelle. Donc vous vous assurez de la maîtrise du geste, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de technique, hein, que ce soit sur les cils, sur les ongles. Donc voilà, donc l'évaluation, elle est tout à fait pertinente. Et c'est vraiment le sens que ça prend, c'est qu'on va pouvoir évaluer le degré de maîtrise des candidates. Alors je vais parler au féminin, parce que du coup, enfin voilà, j'imagine que ce sont plutôt des femmes qui passent la certification. Donc, on s'appuie bien sur le référentiel. Oui. Et également, en général, on fait une annexe du référentiel où tout est écrit de ce qu'on attend du jury pour pouvoir évaluer le candidat, pour avoir une ligne et avoir vraiment une bonne méthodologie d'évaluation et qu'elle soit constante tout au long de la certification. Donc, parfait, vous jouez votre rôle. Voilà, et donc pour évaluer les candidats, il va falloir s'entourer de professionnels extérieurs pour constituer les jurys, aménager les épreuves si besoin, par exemple en cas de situation de handicap, identifier s'il y a des dysfonctionnements, parce qu'une certification, c'est un système qui est vivant, qui évolue, qui va falloir adapter en fonction aussi des évolutions du marché. Enfin, voilà, donc c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Hein, voilà, on va falloir l'adapter au fur et à mesure des enregistrements. Vous, ça a été le cas entre la V1 et la V2, enfin, entre l'ancienne version de votre certification puis la version actuelle qui a été renouvelée. Tout à fait.
Et puis, il va falloir fournir toutes sortes d'informations à France Compétences. Ça fait partie des démarches et de la vie du certificateur. Voilà, donc autant de choses à prendre en compte quand on devient certificateur. Alors, petite question d'Ophélie. Donc, bonjour. Donc, évaluation pratique à un seul endroit en France, le jury se déplace pour l'évaluation pratique. Alors, ça dépend des certifications, ça dépend des contextes. Comment ça se passe chez vous, Diane? Alors, nous avons un réseau de partenaires, on est assez nombreux partout en France. Et étant donné que nous sommes situés à Paris, on ne va pas pouvoir évaluer tout le monde et tout le monde ne pourra pas se déplacer dans nos locaux. Évaluer à distance, pour moi, c'est quand même une technique, enfin, ce sont quand même des techniques qui sont assez méticuleuses et donc on préfère que nos partenaires, nos centres partenaires soient habilités à faire les évaluations au sein de leur établissement. Ok. C'est pour ça que je parlais justement de l'annexe pour l'évaluation. On le fournit à tous nos partenaires, comme ça, tout le monde est uniforme en France pour l'examen. Donc, que je passe ma certification du côté d'Aix-en-Provence, parce que moi, je suis dans le sud, ou du côté de Paris, directement dans vos locaux, j'aurai très exactement les mêmes modalités d'évaluation. Tout à fait, que nous vérifions également. On vérifie aussi nos partenaires pour nous assurer que la certification est bien réalisée sur place. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Ophélie. Là, on parle de la certification, enfin des certifications de l'Institut Logier, mais après, selon la nature des certifications, des sujets sur lesquels ils portent, il y a des certifications qui se passent en ligne, des versions en asynchrone, parce que parfois ce sont des études de cas, des mises en situation, donc on envoie les sujets, enfin je vais y arriver. J'allais dire les livrables, les compositions, voilà, des candidats au jury. Enfin voilà, ça peut se faire de différentes manières, mais en tout cas, dans le cadre de l'exemple qui est présenté aujourd'hui, voilà, ça se fait en présentiel et donc dans des centres habilités pour le faire. Alors, parlons cible maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par cible professionnelle? Eh bien, quand on crée une certification ERS et surtout quand on est sur des sujets de compétences complémentaires à un ou parfois ça peut être un ou plusieurs métiers, eh bien, il va falloir être particulièrement vigilant à la définition de la ou des cibles professionnelles. Si je traduis, c'est à quel professionnel ma certification s'adresse-t-elle? Donc, dans le cadre de l'Institut Logier, si on fait simple, les certifications s'adressent à principalement pour faire simple, à des professionnels de la beauté qui ont déjà eu de l'expérience dans le domaine de l'esthétique. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, demain, je viens vous voir, je n'ai aucune connaissance de base ni aucune compétence et je voudrais me former pour obtenir cette certification. Parce que je me dis, tiens, j'ai bien envie d'ouvrir un bar à ongles, par exemple. En fait, malheureusement, je ne pourrais pas suivre je pourrais suivre une formation, mais en tout cas, je ne pourrais pas me faire certifier sur les compétences que j'aurais acquises puisque je ne rentre pas dans le champ de ces professionnels-là. Il faut avoir des prérequis dans le domaine concerné de la certification ORS, en fait, pour faire simple. Exactement. Et ça, c'est hyper important de le définir dès le départ parce que ça va forcément orienter la manière dont vous allez structurer votre projet, la manière dont vous allez l'exposer à France Compétences à travers les différentes composantes du dossier. Donc ça, on va le voir un peu plus en détail. Alors, petite question, comment contrôlez-vous vos partenaires? Faites-vous des audits sur place? Alors, je travaille avec une application qui est absolument fantastique et voilà, si vous avez besoin, je vous donnerai mes coordonnées, je vous introduirai auprès d'eux, qui me permet de contrôler chaque candidat de chaque partenaire en temps réel, avec toutes les pièces que nous demandons pour vérifier les candidats. Et aussi, je suis très proche de tous mes partenaires, c'est pour ça qu'on fait une sélection et que vraiment on travaille main dans la main. Et c'est vrai que oui, je fais des contrôles réguliers, soit sur place, soit à distance, où je me déplace partout en France, pour m'assurer que les évaluations se font comme elles doivent se réaliser selon la certification que nous avons déposée. Alors ça, c'est un point qui est très important. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un webinaire vraiment dédié aussi sur ces sujets-là, sur le contrôle des partenaires. Mais pour le coup, c'est vital quand on est organisme certificateur de vérifier que les partenaires sont déclarés à temps et en heure. Voilà.
Et qu'ils ont toutes les pièces qui justifient que c'est bien cette personne-là qui s'est présentée à l'évaluation, que c'est pas, j'ai pas pris le CPF de ma cousine ou de mon mari, par exemple, que c'est nominatif et qu'elle a bien été présente et que c'était bien elle qui a suivi l'évaluation. Puis après, toutes les pièces complémentaires qu'on demande, les avant, les après, les pendant, qui sont essentielles. Oui, voilà. Donc, le risque étant, si tout ça n'est pas correctement appliqué, de perdre sa certification. Donc, c'est pas le but parce qu'effectivement, il y a... Et que le centre partenaire soit contrôlé, parce que bon, quand c'est une prise en charge par le CPF, c'est quand même l'argent de l'État, donc il faut quand même avoir des devoirs vis-à-vis de la Caisse des dépôts. Exactement. Donc, pour en revenir à notre cible, enfin à notre ou nos cibles professionnelles, je vais dire au singulier à chaque fois, je vais dire notre cible, ce sera plus simple. Si c'est aussi essentiel, tout simplement, c'est que si elle est mal définie ou mal justifiée ou si elle ne correspond pas à de réelles attentes du besoin, enfin des besoins, l'expression des besoins du marché du travail, eh bien, d'office, ça voudra dire qu'on ne répondra pas à l'un des 6 critères du répertoire spécifique. Parce que pour chacun des répertoires, et donc là, en l'occurrence pour le RS, il y a 6 critères à respecter pour que le dossier soit réputé conforme. Et je ne parle pas de pièces administratives, je parle vraiment sur le fond, sur le fond du projet qui va être présenté. Alors, je vais vous faire grâce des 6 critères, même s'ils sont détaillés ici. D'ailleurs, vous pourrez télécharger le support du webinaire si vous voulez le reprendre en différé. Mais vous voyez, par exemple, dans le critère 1, l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, eh bien, c'est là où on va particulièrement chercher à démontrer que notre cible correspond à qui a besoin de ces compétences sur le marché du travail. Et ce qui va permettre de l'illustrer, c'est aussi la valeur d'usage. La valeur d'usage, bon, c'est un terme un peu générique qu'on emploie, c'est un peu le jargon qu'on emploie dans les dossiers de certification. Ça peut se traduire ainsi, c'est l'ensemble des personnes que vous avez formées, l'ensemble de ces professionnels qui représentent donc votre cible professionnelle et la manière dont ces professionnels utilisent les compétences acquises via la formation et ce qu'ils font de ces compétences ensuite dans leur quotidien professionnel. Donc, si on a une cible qui est trop diffuse en disant, tiens, moi, je vais former tout le monde, je vais former des professionnels de l'esthétique, je vais former des personnes qui n'ont aucun prérequis, et puis, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc, finalement, que je sois pâtissier, que je sois thérapeute, que voilà, et en plus, je voudrais faire... pourquoi pas de la prothèse ongulaire ou de l'extension de cils, c'est là où on va dire, mais en fait, il y a quelque chose qui est diffus là-dedans. Il n'y a pas de cohérence, parce que tout ça, il va falloir le démontrer dans votre dossier. Donc, la définition de la cible est essentielle. Et alors, moi, si je vois souvent un point sur lequel où on reçoit parfois un petit message de France Compétences. Alors, quand je dis on, c'est pas moi directement, c'est les porteurs de projets, mais voilà, quand on les accompagne, ils nous en font part tout de suite. C'est que parfois, on a un très bon dossier. C'est simplement que la cible, elle est pas très claire. Et nous, consultants, on a beau dire au client, mais si, il faut clarifier la cible, il faut que ce soit bien défini, mais parfois le client, mais non, on va essayer quand même. Bon, ok. Eh bien, on va recevoir un mail, une notification de l'instructeur qui va dire, là, il faut que vous nous précisiez la cible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le meilleur des cas. Ils ont envie de le préciser, parce que de temps en temps, ils vous refusent automatiquement le dossier. Donc, vous Exactement. recommencez à zéro tout le dossier. Et merci beaucoup de le préciser, Diane, parce que dans le pire des cas, effectivement, et c'est le cas le plus fréquent, le dossier, il est retoqué. Donc, dans le meilleur des cas, on reçoit cette petite notif et on dit, bon, allez, là, on se pose et on réfléchit. La cible, oui, en fait, c'est tel professionnel. Il faut faire très attention à ça. C'est quand même dommage d'avoir monté un beau dossier pour s'entendre dire que la cible pro n'est pas suffisamment bien délimitée. Mathilde qui pose, je pense que ça interroge le partenariat. Mathilde qui pose une question. Vous demandez quoi comme pièce justificative par stagiaire? Oula, beaucoup de documents. Bon, après, tout est digital, donc tout se glisse sur notre interface, sur le logiciel qui est mis à disposition.
C'est déjà les pièces d'identité, les captures d'écran EDOF pour s'assurer que c'est le bon nom et la bonne personne. Parce qu'après, en tant que certificateur, on doit faire l'ancrage. L'ancrage, c'est une fois que tout le monde a fait son évaluation, le jury d'évaluation a été validé, mais après, il y a un jury de certification que nous réalisons, en général toujours en fin de mois. Et une fois que le jury de certification est fini, on doit transmettre toutes ces informations à la Caisse des dépôts. Ça s'appelle l'ancrage. Et de temps... L'accrochage. Oui, l'accrochage, pardon. Oui, Oui. on ancre les informations quelque part. Oui, nous, on l'appelle comme ça en interne. Et du coup, il peut y arriver qu'il y ait des petites erreurs de saisie du partenaire qui a fait une faute dans le nom de famille, la date de naissance. Donc après, tous ces documents-là, ça nous permet de corriger à l'intérieur du document les informations. Et si on ne les a pas en amont de la part de notre partenaire, après, pour les récupérer, la candidate, elle est partie, elle ne va pas réenvoyer toutes les informations. Donc, il nous faut principalement la pièce d'identité, la capture d'écran EDOF avec le numéro de dossier. Puis après, on demande plein de dossiers plein de documents complémentaires liés à notre certification. Voilà, les justifications comme quoi la personne fait bien partie de la cible, quoi, en gros. Voilà. Donc voilà, bon, comme je vous ai dit, je ne passe pas en revue en détail chacun des 6 critères, mais c'est simplement pour dire que... Et alors, chose importante, les 6 critères apparaissent dans cet ordre-là. Là encore, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que le premier critère, c'est le critère le plus important. Ça ne veut pas dire que les autres le sont moins, mais en tout cas, il y a cette hiérarchie, elle existe pour une bonne raison. Voilà. Donc, gros point de vigilance sur la définition des cibles. Donc là, vous avez les 6 critères qui figurent ici. Hop, d'autres petites questions. La valeur d'usage est donc très liée au public cible. Oui, tout à fait. Et merci de poser la question. C'est tout à fait lié puisque dès lors qu'on aura défini notre public cible, donc admettons, voilà, on va dire... bon, après, je reprends toujours le même exemple parce que c'est tellement simple et c'est tellement parlant. Le pâtissier qui est diplômé, qui a son CAP, d'accord, et qui va vouloir ajouter une corde à son arc, donc rajouter des compétences complémentaires en cake design. Voilà. A priori, si je ne suis pas d'abord pâtissier, je ne vais pas pouvoir faire du cake design. Donc, on va avoir une cible qui est très précise. Au même titre que là, on a des personnes avec des prérequis en esthétique qui vont pouvoir ajouter des compétences, donc en rehaussement, en extension de cils et en prothèse ongulaire. Plus ces cibles sont définies, plus c'est cadré, plus c'est simple après pour savoir dans quelle direction on va, à savoir quels sont les profils des personnes qu'on va intégrer dans notre valeur d'usage pour démontrer que la certification, alors à ce stade, c'est pas encore une certification, parce que quand on lance le projet, c'est les modalités d'évaluation des compétences, eh bien, on va vouloir démontrer comment les personnes que l'on a formées et évaluées, comment ces personnes utilisent ces compétences professionnelles, comment les personnes relevant de cette cible utilisent leurs compétences professionnelles. Et c'est là où on va leur poser des questions, les suivre. C'est pour ça aussi qu'il y a une enquête à faire de manière régulière, post-évaluation. Bon, en général, on fait ça dans l'année. Alors, pour du RS, parce que pour le RNCP, c'est très cadré, hein, c'est 6 mois, 2 ans, enfin voilà, on le fait de manière... Et après, il y a les critères Calliope à prendre en compte aussi. Hein. Voilà. On a Calliope et on rajoute la certification. Donc, ce suivi-là en fait également partie. Ouais. À quelle fréquence vous... Alors, nous, on fait un questionnaire de satisfaction à chaud. Okay. Pour nous et tous nos partenaires, hein, on a mis en place un lien où on peut récupérer toutes les informations. Et ensuite, on recommande à plus 6 mois et plus 1 an. Donc, on le fait par téléphone parce que c'est plus sympathique, c'est plus convivial. Et puis, on prend, mais ça prend beaucoup de temps. Et de temps à autre, quand on n'a pas les réponses, on envoie de manière digitale par email. Voilà, hein, histoire de collecter les informations. Après, on peut suivre aussi les titulaires sur les réseaux sociaux professionnels parce que voilà, selon les certifications, selon la nature des certifications, on va pouvoir regarder un peu leur évolution, notamment sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram, quand on est sur, vous en l'occurrence, voilà, quand on est sur des métiers technique et visuel, parce qu'il y a cet aspect esthétique est souvent mis en avant sur d'autres types de réseaux sociaux et pas uniquement sur LinkedIn. Donc ça peut être aussi
source d'information. Donc, pour boucler la boucle, voilà, si dès le départ, on a bien identifié sa cible, on va savoir aussi où aller chercher l'information. Quand on est dans la création du dossier, eh bien, on va pouvoir aussi aller interroger les pros du secteur en leur demandant, donc à ces professionnels de l'esthétique, quels sont leurs besoins. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se doter de ces compétences? À quoi ces compétences, qu'est-ce que ces compétences leur ont permis de faire une fois qu'elles ont été acquises? J'entends par là, est-ce que ces personnes ont créé leur propre activité? Est-ce qu'elles ont eu des facilités à se faire embaucher? Est-ce que ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires ou d'accroître leur clientèle? Vous voyez, il va y avoir un impact, voilà, ou ça leur a permis de proposer de nouvelles offres à leur catalogue de prestations. Donc, c'est vraiment ça, c'est la mesure de l'impact. Mais si on a une cible qui est diffuse et qui n'est pas délimitée, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? C'est là où ça va devenir, au final, très compliqué. Et ça va donner un dossier assez brouillon. Donc, voilà, c'est un point essentiel. Donc, on va vraiment chercher à mesurer l'impact de la qualité, sur la qualité du projet et de la qualité du projet par rapport aux attentes et aux tendances du marché. Voilà. Donc, dans vos dossiers respectifs, il y avait une valeur d'usage, je parle des dossiers, des premiers dossiers, hein, pas du renouvellement, mais une valeur d'usage qui était solide parce que vous avez former beaucoup de personnes. Donc là, il y avait de quoi faire. Donc j'anticipe aussi une question qui peut être posée. Est-ce qu'il faut avoir déjà formé des personnes avant de créer un dossier de certification? C'est mieux quand même. Ça va grandement faciliter les choses parce que sinon, il n'y a pas de matière pour nourrir la valeur d'usage. Voilà, c'est un point aussi important. Bon, voilà, petite définition de la valeur d'usage. Donc, une certification doit avoir une valeur concrète et tangible pour celles et ceux qui en sont titulaires. Donc, meilleure employabilité, reconnaissance des compétences sur le marché. Donc voilà, les bénéfices, je crois que j'ai un peu anticipé, les bénéfices pour les titulaires, l'amélioration de la recommandation client dans le cadre d'un entrepreneur, l'augmentation des opportunités professionnelles, nouvelles missions, nouveaux postes, grâce à la reconnaissance des compétences acquises. Voilà. Autre question, justement, quelle valeur d'usage pour les 2 certifications ORS de l'Institut Logier? Alors, quels sont les bénéfices, de manière générale, qu'observent vos titulaires? C'est-à-dire, je reprends la question, est-ce que les personnes qui sont titulaires de la certification, majoritairement, sont des personnes qui se sont mis à leur compte? Est-ce que ce sont des personnes qui se sont fait embaucher? Est-ce que c'est... voilà. Alors, d'après les dernières études, il y en a beaucoup qui étaient en poste. Par exemple, une esthéticienne qui a eu son CAP il y a quelques années et qui avait envie de monter en compétences et d'avoir voilà, un meilleur salaire aussi et de proposer ses prestations au sein de l'Institut. Alors, en général, ce sont des indépendantes, mais ce sont plutôt principalement des personnes qui travaillent en institut déjà, qui veulent proposer ces prestations et en suivant ce RS, elles ont pu monter en compétences professionnelles, parce que quand même, elles ont un certificat qui est reconnu, et proposer ces prestations. D'accord, donc un vrai impact aussi sur, comment dire, en valorisant leurs compétences, elles ont pu pour certaines prétendre alors soit une augmentation de salaire, soit un élargissement je pense aux indépendantes, hein, là, oui. de leur cible, de clientèle. Voilà, elle faisait des ongles, elle propose les cils, et celles qui font les cils proposent les ongles. Donc c'est vraiment très complémentaire. Oui, donc voilà, là on est vraiment dans de la mesure d'impact direct, donc super intéressant. Comment justifier au mieux ces bénéfices? C'est une très bonne question, Jessica, merci de la poser. Pour justifier ces bénéfices, alors les enquêtes, toujours les enquêtes. Tracer les résultats des enquêtes. Alors les enquêtes, comme l'a dit Diane, ça peut tout à fait être mené par téléphone, via un emailing. Enfin voilà, il y a différentes manières de mener, ou les deux, parce que ça peut être fait de manière aussi complémentaire. C'est essentiel parce que c'est comme ça que vous allez recueillir des éléments. Mais admettons, si vous le faites au téléphone, tracez les réponses. Il faut les enregistrer, les tracer, parce que c'est ça aussi, quand vous allez les analyser, qui va permettre de faire parler les enquêtes. On a tant de pourcents de personnes qui ont développé leur activité. On a tant de pourcents de personnes qui ont augmenté leur chiffre d'affaires. Tout ce que je vous dis, ce ne sont que des exemples, mais voilà. Et puis, il y a un autre aspect
ce sont les témoignages. Alors peut-être pas tous les titulaires parce que, alors en tout cas dans le cas de l'Institut Logier, il y a beaucoup de titulaires, mais on va pouvoir aller cibler certaines personnes et leur demander si elles sont d'accord, si elles sont prêtes à témoigner à travers une lettre pour expliquer, encore une fois, quels sont les impacts de la certification dans leur quotidien professionnel. Et alors là, petite astuce, je ne suis pas en train de révéler des trucs extraordinaires, hein, pas du tout, mais on est en train de répondre à notre nouvelle partie qui est comment définir et surtout comment faire pour le dossier. C'est que, attention, dans les lettres des témoignages, les titulaires sont en général adorables parce qu'ils ont envie de valoriser aussi le parcours de formation en disant le parcours était génial, la formation était top, les locaux, le formateur était formidable. Très bien, mais c'est pas ce qu'on leur demande en fait. Donc voilà, il faut essayer de leur donner un petit peu un cadre et de demander à ces témoins surtout de parler à France Compétences, pardon, je ne travaille pas chez France Compétences, d'exprimer l'utilité de ce qu'ils ont appris, l'utilité de ce qu'ils savent faire dans leur quotidien professionnel et l'impact que ça a eu. D'accord ? Donc, et ça, c'est vraiment parfois, c'est un exercice qui est pas simple. De la même façon qu'on a dit tout à l'heure, il y a une différence entre formation et certification. Ben là, c'est un peu pareil dans les lettres des témoignages. D'autres questions. Quel profil les stagiaires des 2 certifications ? Bah, écoutez, en fait, là, je vous invite. Vous pouvez nous rappeler, si vous les avez en tête, les numéros de fiches RS ? Alors, le RS 6861 et le RS 6704. Je ne sais pas si je peux vous les mettre en copie dans le chat, si peut-être. Oh, je pense, oui. Je pense que c'est le premier. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de France Compétences et vous allez tomber sur vous tapez, alors soit on a les liens directs, soit vous les saisissez, voilà, dans le petit moteur de recherche et vous allez avoir en intro et dans l'entête du référentiel, cette certification s'adresse à, voilà, et donc vous aurez les éléments détaillés. Voilà. Autre question, ça veut dire que les enquêtes doivent reprendre des questions autour des bénéfices attendus. Oui, tout à fait. Ces témoignages sont-ils à insérer dans les courriers pour la valeur d'usage? Oui, tout à fait. Voilà, super, merci Diane. Du coup, on a les 2 liens directement vers les fiches RS correspondantes. Mais si on souhaite déposer un RS, on n'a pas de témoignage vu que ce sera nouveau. Alors, c'est là où, attention, vous devez démontrer dans votre dossier que vous avez testé, éprouvé votre processus certificatif. Donc, déposer un dossier sans valeur d'usage, c'est aller au casse-pipe. Même si vous testez votre dispositif certificatif auprès d'un petit panel de personnes, mais il faut absolument le faire pour plusieurs raisons. Déjà, pour donner de la légitimité à votre dossier, parce que monter un dossier sur une spéculation, c'est-à-dire on sent que ça va marcher. En fait, voilà, c'est pas tangible et c'est bien le sens du mot tangible. Hein, il faut que ce soit vérifié et vérifiable. Et en plus, ça va vous permettre de tester votre dispositif certificatif. Parce que quand on crée une certification, il faut s'assurer que tout est parfaitement articulé, que tout fonctionne et rien n'est laissé au hasard. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites si vous avez une personne qui triche ? Bon, alors évidemment, vous n'allez pas tester la triche grandeur nature, mais il faudra anticiper ces situations. Combien de temps dure l'examen ? Si vous n'avez pas testé votre dispositif, vous allez dire que la mise en situation professionnelle, elle dure 2 heures. Je dis n'importe quoi. Hein. Et en fait, il en fallait 3. Ça va être hyper compliqué après à rattraper. Enfin, vous voyez, donc tout ça, ça doit être pensé et testé en amont. Ah, merci beaucoup, Clara. Il y a un petit sondage qui a été glissé en parallèle, là, dans l'onglet sondage. Donc, si vous pouvez y répondre, parce qu'on est en train effectivement de se pencher sur la question. Est-ce que vous seriez prêt à suivre un atelier d'une demi-journée pour travailler de façon pratique sur vos projets, sur vos propres projets de certification? N'hésitez pas à nous répondre, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on envisage sur les différents points du dossier, la note d'opportunité, la valeur d'usage, etc., pour vous aider si vous le souhaitez, à vous éclairer sur ces différents points. Voilà. La transition est parfaite. On va vous rappeler de mauvais souvenirs, Diane.
Non, je dis ça en plaisantant parce que pour le coup, Diane fait partie de ces porteurs de projets de certification qui mettent la main à la pâte, mais à fond. C'est-à-dire que voilà, il y a voilà, il n'y a pas de critique ni de jugement dans ce que je dis, mais il y a des personnes qui délèguent un maximum de choses parce que c'est pas leur sujet, ils n'ont pas envie, etc. Diane a une vie très remplie et pourtant, elle prend le dossier en main et puis alors elle y va. Quand on lui demande tel ou tel élément pour constituer le dossier, hop, elle va le chercher, elle nous le sort. Enfin, vraiment, vous et votre époux, parce que vous êtes une équipe de choc. Mais vraiment, voilà, donc quand je dis que c'est un mauvais souvenir, pas vraiment en fait. Mais donc voilà. Il faut passer par là, on va dire. Il faut passer. Ben, dites-nous, pourquoi pour vous c'est important de passer par là, de mettre autant la main à la pâte? Parce que enfin, les formations, comme je vous disais, c'est une société familiale, donc je suis née dedans. Donc voilà, j'ai entre guillemets repris le bébé et quand je fais les choses, je veux bien les faire et je veux les suivre et je veux m'assurer que tout est cohérent, tout est bien, tout est logique et que c'est bien et que ça peut s'adapter également aussi pour mes partenaires. Donc quand je fais un dossier RS, je réfléchis à tous les cas de figure pour que vraiment il y ait qu'on rencontre le moins de soucis possible. Que ce soit vraiment cadré. Et ça, c'est hyper important ce que vous dites, parce que vous, en étant dans le métier, vous connaissez aussi les réflexes des professionnels du secteur. Ce que nous, consultants, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et donc, c'est hyper important d'avoir le pro en face de nous aussi qui nous dit non, mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bah oui, ok, donc il va falloir aussi qu'on adapte. Donc, dans un dossier de demande d'enregistrement auprès du RS, voici les grandes pièces constitutives du dossier. Il va y avoir un référentiel de compétences et d'évaluation. Donc, les liens que Diane vous a communiqués renvoient vers les pages de CRS chez France Compétences. Quand vous allez dérouler la page du RS tout en bas de la page, et vous avez un lien cliquable qui renvoie vers le référentiel. Et donc, c'est ce document-là dont il est question ici. On va vous demander de fournir une note d'opportunité économique et sociale. Donc ça, c'est la dissertation géante dans laquelle vous allez exposer, d'une part, les tenants, les aboutissants du secteur d'activité, pourquoi il est opportun que cette certification existe et pourquoi il est opportun qu'elle s'adresse à ces cibles ou la cible professionnelle. Donc c'est là où vous allez dire, voilà pourquoi on a défini cette cible. Voilà pourquoi c'est important pour eux d'avoir ces compétences. OK ? La valeur d'usage, donc, qui va ensuite illustrer ces cibles avec donc les personnes. Alors, moi, j'aime bien présenter ça sous forme de tableau. Après, je pense qu'il n'y a pas une façon figée de faire les choses. Bon. Et surtout les lettres de témoignage. Et pour répondre Mathilde, à la question de Mathilde, combien de témoignages minimum? Alors ça, Mathilde, c'est la grande question. Là, malheureusement, il n'y a pas de réponse. France Compétences n'indique rien à ce sujet-là. Ça dépend peut-être aussi un petit peu des sujets. Je me souviens plus, Diane, dans vos dossiers, combien il y avait de lettres de témoignage. La première fois, il y en avait 5. La deuxième fois, il y en avait 10. Voilà. Bon, après, j'avais de quoi faire, donc il y avait matière. C'était facile. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, tiens, une question aussi. C'est la pertinence des témoignages aussi qui est important. Oui, ça c'est certain. Et petite précision, si dans vos cibles, il y a par exemple j'invente une situation, mais il y a 2 catégories de professionnels, les sportifs de haut niveau et les kinésithérapeutes, si on est sur une certification dans un domaine notamment du sport, alors veillez bien à ce que votre valeur d'usage et vos lettres soient représentatives dans les 2 catégories. C'est pas, voilà. Après, il ne faut pas en mettre pour en mettre aussi. Ah oui. Sinon, ça ne sert à rien, vous vous décrédibilisez aussi. Il faut vraiment que le dossier soit cohérent et quand vous le lisez, vous dites oui, c'est logique. Exactement. Ça suit le cours. Tout à fait. Donc référentiel, note d'opportunité, valeur d'usage, et ensuite procédure d'assurance qualité, règlement d'évaluation. Donc là, c'est le document qui va vraiment décrire tout le processus certificatif, avec quel profil on constitue le jury d'examen, qui compose le jury de certification, qu'est-ce qu'on fait en cas de fraude, que se passe-t-il si on a un candidat en situation de handicap, quelle est la politique RGPD. Bon, bref,
Donc ça, c'est vraiment tous les éléments, j'ai envie de dire, administratifs, techniques, mais néanmoins indispensables pour que tout soit parfaitement carré. Et donc vous, c'est ce que vous remettez, Diane, à vos partenaires, Tout à qui fait. doivent apprendre par cœur, Oui, et surtout qu'ils doivent mettre en œuvre. Voilà. Et enfin, convention de partenariat. Alors, convention de partenariat, ça, c'est vraiment le document qui va régir la relation. Bah, c'est ce que vous faites signer à vos partenaires. tout à fait. Hein, voilà. Donc, et parfois, on n'a pas forcément pour idée de se lancer dans un réseau de partenaires dès le démarrage de la certification. Parfois, on se dit, bah, on verra ça plus tard. On vous conseille quand même d'anticiper ce point-là. Même si ce n'est pas pour tout de suite, anticiper et montrer que vous l'avez anticipé. Et il n'y a rien de mieux que de proposer un modèle de convention de partenariat par rapport à votre projet de certification pour montrer à France Compétences que ce n'est pas un truc qui va vous tomber demain comme ça. Vous l'avez déjà réfléchi. Jessica qui demande... Ah, alors attendez, juste, je reviens. Pour ceux qui veulent, celles et ceux qui voudraient répondre au sondage, vous avez là où vous avez le chat, vous avez un petit onglet juste à gauche, là, chat participant en dessous sondage, et donc il faut cliquer sur sondage pour pouvoir y accéder. Et donc Jessica, vous demandez comment faire sur un secteur d'activité où il y a peu d'études. Pour notre cas, c'est le maquillage. Comment défendre au mieux cela? Eh bien, conduisez une étude. Alors, c'est pas simple quand on n'est pas du métier. Alors attention, page de pub. Je suis pas en train de dire appelez-moi, quoique, mais si vous voulez des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas. Soit vous déléguez cette partie-là et vous demandez à un cabinet ou un professionnel de mener cette étude, mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez la penser ensemble, cette étude, ou pourquoi pas la mener. L'intérêt de le confier à quelqu'un, c'est de pas être jugé parti, parce que l'étude, on a envie de lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Or, le fait de confier ça à un tiers aussi, ça permet de neutraliser et de donner quelque part une dimension impartiale à cette étude. Et donc, comment on va faire? On va faire une étude quantitative, qualitative, on va aller se renseigner auprès des pros du secteur, auprès des acteurs concernés, pour recueillir de la matière et sortir des stats et analyser ces résultats et les faire parler. Voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais voilà, en tout cas, c'est simple à exprimer. Pouvez-vous détailler le tableau que vous mettez en place pour la valeur d'usage? Alors, je vais proposer d'y revenir juste après. Qu'en est-il des correspondances? Oh, très très bonne question, Stéphanie. Oula. Alors, bon, allez, je vais essayer de répondre simplement. Pouvez-vous détailler le tableau que vous mettez en place pour la valeur d'usage? Alors, moi, pour la valeur d'usage, je fais un tableau qui est relativement simple, où on met les noms, prénoms des personnes, les coordonnées complètes. Selon la nature de la certification, on va expliquer, alors c'est un peu au cas par cas, mais l'avant-après, que faisaient ces personnes avant la certification, enfin avant l'acquisition de compétences, que sont-elles devenues après? On va retracer les bénéfices que ces personnes ont recueillis de la certification. Et puis on va recenser celles qui sont prêtes à témoigner ou pas. Ça a l'air tout simple. Ah oui, parfois on peut aussi intégrer le lien vers leur site internet, parce que selon la nature de la certification, ça a vraiment du sens. Voilà, donc c'est au final assez simple, mais l'idée c'est qu'on fasse parler les profils, parce que juste mettre les noms, prénoms et par exemple le numéro de téléphone, super, mais en fait ça ne va pas nous donner d'informations exploitables. Donc le tout, c'est que quand on construit ce tableau de valeur d'usage, encore une fois, le format tableau n'est pas une exigence, moi je trouve ça plutôt intéressant. Le but, c'est que les informations que contient ce tableau soient exploitables. Le sujet des correspondances, pour répondre à Stéphanie, alors gros sujet, parce que c'est... pour ceux qui ont un profil déjà et un compte France Compétences, eh bien, il y a une petite nouveauté qui s'est glissée. Alors, sur le RNCP, c'est très flagrant parce que les demandes d'enregistrement ont été modifiées dans les pièces annexes à fournir. Donc, il y a le document, alors nous, dans notre jargon, on appelle ça le document requis, donc le document de demande d'enregistrement qui a été modifié. Et donc, on
on sépare aussi avec un autre document qui est l'analyse des correspondances. Et ce document-là, eh bien, il figure dorénavant aussi dans les dossiers RS. Donc, ça veut dire qu'il faut analyser les correspondances existantes entre le projet de certification pour lequel vous faites la demande et des blocs de compétences RNCP potentiellement analogues. D'accord ? Le but étant d'identifier que si on estime qu'il y a des personnes qui ont un titre RNCP enregistré et que l'un des blocs RNCP couvre les compétences, enfin un ou plusieurs blocs couvrent les compétences de votre référentiel, alors potentiellement peut-être que vous seriez d'accord pour automatiquement délivrer votre certification RS à ce titulaire de ce RNCP dans lequel on va retrouver les compétences. Bon, gros sujet, là je le clôture parce qu'on a encore quelques petites choses à voir, mais vous voyez, c'est voilà, il y a de la nouveauté, quoi. Hop, je continue avec mes petites slides. Voilà, ben, en fait, grâce à vos questions, je crois qu'on a répondu déjà à pas mal de choses. Méthodologie suggérée pour définir son public cible. Eh bien, il n'y a pas une méthode miracle, mais on va essayer de suivre une certaine logique, à savoir faire une analyse interne. Donc, qui sont mes stagiaires ? Que révèlent mes enquêtes de satisfaction ? Et là, je parle de Calliope. Hein. Quel est l'historique des formations suivies ? Ça, c'est hyper intéressant. Si vous proposez plusieurs formations, bah, c'est le cas au sein de l'Institut Logier. Et puis peut-être que vous voyez, vous, Diane, d'une part, des formations qui sont plus prisées que d'autres, parce que... Il y a des modes, il y a des tendances. Selon voilà. les saisons aussi. Exactement. Parce qu'il y a des évolutions aussi sur le marché du travail et que parfois, vous allez avoir aussi des gens qui vont vous appeler, des prospects, et qui vont vous dire « Est-ce que vous ne feriez pas une formation sur tel domaine ?» Ah, tiens, donc il faut rester à l'écoute de ça. Donc, analyser un petit peu c'est ce que révèlent vos propres formations, parce que ça parle, hein, il y a des choses qui vont en ressortir. Vous allez choisir les données utiles à la catégorisation, donc la segmentation de vos apprenants. Alors, quel est leur profil, quel est leur âge, le secteur d'où ils proviennent, leur niveau de diplôme, leur situation professionnelle, etc. Parce que là encore, potentiellement, peut-être que ça va révéler quelque chose. Je dis quelque chose des choses assez générales, mais après, au cas par cas, selon les projets de certification, il y a des choses qui apparaissent. Et puis, une fois que vous avez identifié des choses en interne, vous allez aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc, en collectant les retours des anciens apprenants. Donc, que sont-ils devenus ? Où est-ce qu'ils travaillent ? Ça, c'est intéressant aussi, les zones géographiques. Avant d'avoir votre réseau de partenaires, Diane, vos clients, ils étaient essentiellement situés en région parisienne, ou est-ce que vous aviez aussi des clients qui venaient d'un peu partout ? Ah non, tout de suite. J'ai eu tout de suite les très grandes villes. D'accord. Et puis après, tout le monde se connaît dans notre secteur, donc c'est vrai que les centres de formation se parlent entre eux et ils me contactent directement. Après, ils regardent sur France Compétences. C'est vraiment du bouche à oreille. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que si très rapidement vous avez observé des personnes qui venaient de partout en France pour se former chez vous, ça veut dire que le besoin, il est national, et il n'est pas juste concentré dans un secteur géographique. Et d'où l'intérêt de déployer la certification à travers un réseau de partenaires. Tout à fait. Donc ça aussi, ça donne des indices aussi sur sur le projet. On a même des personnes qui viennent de Corse, qui se forment chez nous, des personnes de La Réunion. Donc, ah oui, d'accord. Vraiment, on a des personnes qui veulent vraiment se déplacer et qui viennent au sein de notre centre aussi, quand il n'y en a pas autour de chez eux. Donc voilà, hyper intéressant. Et puis, vous pouvez aussi interroger les employeurs du secteur pour comprendre leurs besoins, parce qu'on a des secteurs d'activité dans lesquels recruter, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une galère. On aimerait travailler, on a des clients, mais on n'a pas de personnel compétent. Et donc là, encore une fois, la certification va répondre à un vrai besoin du marché. Et donc, on va pouvoir définir notre cible et répondre de manière très, très précise. Si les restaurateurs, par exemple, pour qui c'est très compliqué aujourd'hui de recruter des serveurs, il y a peut-être quelque chose à faire en termes de certification, parce qu'ils vont avoir des candidats, mais des candidats pas très qualifiés.
Et donc, pour éviter de passer trop de temps à former des serveurs, etc., eh bien, on va pouvoir aussi distinguer leurs compétences grâce à une certification. Et donc, c'est là où peut-être ça aura du sens de proposer une certif dans ce domaine. Question de Lucie. Alors attendez, je regarde. Oui, c'est bon, je l'ai traité. Est-ce que les valeurs d'usage doivent se matérialiser en évolution de carrière, promotion ou accès à un nouveau poste ou de compétences et tâches au sein d'un même poste? Alors, sur du RS, ça peut tout à fait être des compétences et tâches au sein d'un même poste. Hein, c'est pas forcément. Quand on est sur du RNCP, c'est différent parce que sur du RNCP, on dit aujourd'hui j'ai un niveau bac, j'aimerais devenir commercial, je vais suivre une formation qui va me donner la possibilité d'accéder à un niveau 5 par exemple, parce que le niveau bac c'est un niveau 4, donc un niveau 5. Donc on va mesurer l'avant-après en termes de carrière. Aujourd'hui je faisais tel métier ou je n'avais pas de métier parce que je démarre ma carrière. Et donc maintenant que je suis titulaire du titre RNCP, eh bien est-ce que je suis vraiment devenu commercial? Voilà. Donc là, sur du RNCP, c'est très logique. Sur du RS, non, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas, et ça peut être des compétences et des tâches, effectivement, au sein d'un même poste. Et donc, pour poursuivre et finir sur notre méthodologie, une fois que donc vous allez avoir de la matière, vous allez avoir plein de données, et bien ces données, collectez-les et croisez-les entre elles. Et ces tendances, peut-être qu'elles vont se dégager. Alors, on va pas dévoiler les tendances du secteur de l'esthétique, mais je pense que c'est un secteur où clairement on voit arriver des tendances parce qu'il y a des modes aussi selon les pays, il y a des sensibilités de par la culture aussi qui font que ah ouais ça va prendre en France ou pas et derrière il y aura des compétences. Donc voilà, sans spoiler ce que le marché attend, mais il y a des choses qui vont être très parlantes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, bon, petit exemple, analyse des résultats d'enquête pour identifier les profils professionnels les plus représentés et ou pour qui les bénéfices d'acquisition des compétences du référentiel sont les plus marqués. Bon, voilà, encore une fois, on va faire parler les stats. Mais tout ça, comment dire, documentez votre note d'opportunité pour que vos propos, vos arguments soient illustrés justement par ces chiffres, par ces données, par tous ces éléments que vous allez récolter, soit par vos propres analyses, soit parce que vous avez pu avoir accès à des études de marché qui ont déjà été menées, ou des résultats d'observatoires. Vous savez, selon les secteurs d'activité, c'est intéressant d'aller sur les sites des branches professionnelles pour voir ce qui a été publié et voir ce qui existe comme données exploitables. Là, il y a eu un gros travail sur vos dossiers, Diane, puisque dans le secteur de l'esthétique, il n'y a pas de matière, quoi. C'est difficile. Hein. On a dû faire les inspecteurs et faire de vos enquêtes. Exactement. Ouais. Bon, enfin voilà, donc le retour d'expérience. Alors voilà, maintenant si on fait le bilan, votre expérience sur les années passées jusqu'à aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience de certificateur et des bonnes pratiques que vous pourriez recommander, Diane? J'ai démarré très tôt les certifications, les demandes de RS et j'ai eu beaucoup de soucis à pouvoir faire valider mon premier RS parce que les choses n'étaient pas claires et en fait, j'avais pas bien compris exactement ce qui était attendu. C'est vrai que ça a été dur, j'y ai mis beaucoup de temps et tout mon cœur et ma passion pour pouvoir faire un dossier comme il fallait et vraiment suivre à la lettre les exigences de France Compétences parce qu'on pense bien faire en disant « tiens, je vais rajouter ça », mais en fait, non, il ne faut pas faire de folie, il faut rester dans les clous, il faut utiliser les bons termes et vraiment répondre aux demandes de France Compétences pour faire un dossier carré. Ouais. L'histoire de la cible aussi, c'est quelque chose qu'on vous a demandé de préciser concrètement hein, dans un dossier. Oui, on vous a dit. Alors j'ai eu des refus et quand on m'a donné les refus, j'étais très triste et très énervée parce que ça n'était qu'à un fil pour l'avoir.
Donc, il a fallu tout recommencer, tout remettre à jour, parce que les retours de réponse suite à un dépôt peuvent varier entre 3, 6, 9 mois, 1 an. Donc, quand il faut redéposer un dossier, il faut se remettre dedans et on ne peut pas juste dire voilà, je vous remets tout ça. Il faut tout remettre à jour. Et entre-temps, il y a peut-être des choses qui ont évolué. Vous avez peut-être eu d'autres informations complémentaires. Et c'est vrai que pour l'histoire de la cible, lors d'un des dossiers, l'instructeur m'a contacté pour me dire que la cible n'était pas très claire. Donc, c'est très appréciable parce que ça n'arrive pas tout le temps, ce n'est pas automatique. Et donc, j'ai eu l'opportunité de mettre à jour ma cible et de valider mon dossier. Et c'était peut-être même plus une formulation au niveau du périmètre. En fait, il ne s'agissait pas de changer la cible, mais c'est effectivement plus clair. Parfois, on s'en rend pas compte, on écrit les choses, on a la tête dans le guidon, puis nous, ça nous paraît tellement, mais oui, c'est évident. Et puis, quand on a le regard de quelqu'un d'autre, on se dit, ah, oui, effectivement, là, il y a un petit truc qui aurait pu porter à confusion, donc ok. Et parfois, ça tient vraiment à un phrasé légèrement différent, et au final, ça change tout. Ça change tout. Ça paraît imperceptible et pourtant, ça change tout. Donc, voilà, encore une fois, c'est hyper important. Alors, j'ai des petites questions. Vous aviez effectué combien de dépôts? Voilà, Diane vous a répondu. Donc, voilà, c'est pas du premier coup, mais après, bon, maintenant, la méthodologie, vous l'avez plus que comprise. Donc, il y a plus de, faut jamais dire jamais, mais voilà, la méthodo est comprise. Donc, maintenant, c'est OK. Mais il y a un petit temps d'adaptation quand on n'est pas initié entre guillemets à la certification. C'est une partie où totalité des cibles sont des fonctionnaires. Ah, alors là, c'est Lucie, je vous invite à ce qu'on se passe un petit coup de fil, que vous me parliez, donner quelques petits détails supplémentaires par rapport à votre projet certification et voir comment y répondre. Bon, après, les fonctionnaires, c'est très, très vaste. Donc, il faudrait voir aussi les métiers et voir comment se pose un peu le périmètre de votre projet. Aurélie, je me suis faite retoquer car j'ai écrit professionnel de la vente et on m'a dit que ce n'est pas assez précis. Voilà, exactement. Professionnel de la vente, ça veut dire quoi? C'est quel métier? Parce que professionnel de la vente, il y en a beaucoup. Donc, concrètement, quel métier? Parce que on va dire professionnel de la vente, c'est plutôt un secteur, donc c'est très large. Et à l'intérieur de ce secteur, quels seraient le ou les métiers concernés par votre projet de certification? Voilà, allez, très rapidement, mais on a déjà dit plein de choses. Donc, les bonnes pratiques. Donc, on récapépète. On ne confond pas certification et formation. Il faut que ce soit super clair pour vous et du coup, dans votre dossier. Surtout, ne pas faire l'erreur d'avoir un ciblage imprécis. Voilà, il faut être très, très, très précis. ORS, cette certification s'adresse à tel professionnel. Surtout quand on est sur la compétence complémentaire métier. L'absence de valeur d'usage, voilà. Faire une demande d'enregistrement sans avoir d'illustration concrète de comment cette certification a servi à des titulaires, malheureusement, voilà, ça ne fera pas aboutir le dossier. Et donc, le pendant, donc bien définir sa cible, construire et adapter le référentiel au regard des besoins de cette cible, parce que les deux marchent en parallèle. Vérifier l'impact de la certification. Et donc, faites-vous un plan d'action, vraiment. Menez des audits internes, faites des enquêtes en externe, des interviews professionnelles, ça peut être hyper enrichissant. Décortiquer les offres d'emploi aussi. Alors, ça ne marche pas dans tous les secteurs. Parce que parfois, selon les secteurs d'activité, il n'y a pas d'offre d'emploi. Mais dans d'autres, oui. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller décortiquer les offres d'emploi. Regardez tous ces résultats et voilà, structurer vraiment un dossier solide dans le sens où c'est vraiment factuel et appuyé sur des faits, sur des stats, des chiffres, des choses que vous allez pouvoir apporter vraiment en illustration concrète dans votre dossier. On est parfaitement dans le timing. Bravo. Diane, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, bon courage à tous. Oui. Oui, vos projets, soyez clairs, soyez simples et au boulot. Oui, après, il n'y a plus qu'à.
S'il vous reste des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. S'il y a peut-être des questions qui sont peut-être plus propres au secteur de l'esthétique, selon Diane, si vous êtes d'accord, bien entendu, je vous les relais, voilà, s'il y a un regard extérieur à apporter sur Bien le sûr. sujet. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier aussi pour votre présence et vos questions qui ont été très Merci. riches aujourd'hui. Et voilà, et à vous dire, a priori, au mois prochain, pour le prochain webinaire. Parfait. Merci à tous. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.